Bonjour Amandine et merci d'avoir accepté l'interview. Alors Amandine, vous êtes humanitaire, vous êtes une spécialiste des droits de l'homme, vous travaillez pour les Nations Unies et j'avais envie tout naturellement de vous questionner sur la méditation et la bienveillance, parce que la première fois que je vous ai rencontré, où je vous ai vu, c'était lors du congrès Sciences, Arts et Méditation à Strasbourg, durant lequel vous avez témoigné. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à la méditation, puisque au départ vous êtes plutôt juriste, mais vous avez tout un parcours qui vous a amené à la méditation. Si vous pouviez nous en dire plus, ça m'intéresserait, ça nous intéresse. Tout a commencé à l'âge de 18 ans. J'ai eu la chance de rencontrer Sa Sainteté le Dalai Lama dans mon université de droit, qui nous a parlé de la violation des droits de l'homme au Tibet et la résistance non violente des Tibétains. Et à le voir si en paix, si plein de compassion et de bonté, je me suis dit que c'est quand même incroyable de voir que cet homme qui a fait face à autant de souffrances et de peines de son peuple reste quand même en paix et n'a pas un sentiment d'amertume et de revanche. Donc ça m'avait beaucoup intriguée à l'époque. Et ça m'a intriguée d'abord sur la cause des Tibétains et sur le fait qu'il prêche la non-violence face à l'oppresseur chinois. Et donc j'ai décidé de faire mes études, d'orienter mon mémoire de sciences politiques sur justement la violation des droits de l'homme au Tibet. Et très vite j'ai rejoint les Nations Unies. Donc en fait le Dalai Lama m'a plutôt inspiré pour la cause des droits de l'homme. Mais après avoir travaillé plus de 2 ans en Afghanistan au début, à prêcher l'éducation civique, la démocratie, les droits de l'homme, faire en sorte que les femmes deviennent des leaders après la chute du régime taliban, je suis rentrée en France complètement, comment dire ça, en surmenage et en stress. Et je souffrais de stress post-traumatique parce que durant ma mission en Afghanistan à Kaboul, nous avons reçu beaucoup de menaces de mort, des bombardements, mes collègues ont été enlevés. Et le médecin m'a dit que j'avais tellement de stress, limite des ulcères et cellules cancérigènes dans l'estomac. Et je n'avais pas 30 ans. Les natures empathiques comme la mienne, quand on les met dans des lieux aussi chargés que l'Afghanistan, où ce sont des lieux de conflit et de guerre, nous faisons éponge. Nous avons un éponge et nous épongeons toute cette noirceur, douleur et peine du peuple. Et il m'interdisait de retourner en Afghanistan si je n'apprenais pas à me protéger. Et donc, il m'a vraiment vivement conseillé d'apprendre à méditer. Au lieu de retourner à Kaboul, j'ai pris un billet d'avion et je suis retournée à Dharamsala, dans l'Inde du Nord, dans l'Himachal Pradesh, pour suivre les enseignements du Dalai Lama. Et quand j'ai assisté aux enseignements du Dalai Lama, il a dit une phrase qui était tellement extraordinaire et qui a résonné en moi. Il a dit « Vous ne pouvez pas apporter la paix intérieure si vous ne vous consacrez pas à la paix intérieure. » Et qu'en effet, vous-même, pouvez contribuer à la paix extérieure si vous mettez la paix en vous. Et c'est là que je me suis dit « Qui suis-je pour travailler pour la paix dans le monde auprès des Nations Unies si je ne suis pas en paix moi-même, si je suis complètement stressée, déprimée, anxieuse ou surmenée en stress post-traumatique. Il est temps que je fasse une pause et que je retrouve ma paix intérieure, ma paix de l'esprit. Et une fois que j'aurai trouvé ça, je pourrai de nouveau repartir en Afghanistan. Donc bien évidemment, l'ONU m'a appelée, j'ai dit non. Et je suis restée à Dharamsala, où j'ai fait de longues retraites, enfin des retraites de 10 jours de Vipassana, avec Goenka, qui était encore en vie à l'époque. Et j'ai aussi pris des cours de yoga, Hatha Yoga, Vinyasa par la suite, et je suis devenue prof de yoga. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'Inde, à rencontrer tous les maîtres spirituels qui incarnent la paix intérieure et la non-violence, tels que Goenka, le Karmapa, le Dalai Lama, Amma dans le sud de l'Inde, qui est la Hugging Saint, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette sainte qui vous prend dans les bras. Voilà, en gros le parcours, comment en fait la méditation est entrée dans ma vie. Elle est rentrée dans ma vie parce que j'avais perdu ma paix intérieure et que je travaillais pour la paix extérieure et les processus de paix dans le monde entier auprès des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Donc une solide formation en méditation, mais alors on pourrait imaginer que du coup vous êtes resté dans votre cocon après avoir appris à méditer, et je crois que non, vous êtes très vite retourné sur le front, si j'ose dire.
Oui, alors c'est très amusant parce que c'était en 2008, donc il y a 10 ans déjà. Et une fois que j'avais fini ce tour de l'Inde et j'avais enfin tous ces outils de paix intérieure qui m'aidaient à rester alignée et ancrée, l'ONU me rappelle en me demandant de revenir à Kaboul. Et en 2008 et début 2009, la situation avait bien évidemment changé sur le plan de la sécurité. Et je me suis posé la question si j'acceptais. Et finalement, j'ai accepté. Et c'est vrai que quand l'ONU, est venue me chercher à l'aéroport, on est venu me chercher avec un responsable de la sécurité, une voiture blindée, on m'a donné mon casque bleu et mon gilet pare-balles, et on m'a mis dans une guest house en forme de bunker. Et bien évidemment, j'ai senti que j'étais pas dans le même pays que j'avais visité juste après la chute des talibans. Et il se fait que quand j'ai commencé à reprendre ce travail d'éducation civique et permettre aux femmes de devenir des leaders, bien évidemment, on recevait des menaces des talibans puisqu'ils n'acceptaient pas que nous fassions ce genre de travail-là. Mais mes collègues de travail avaient remarqué que j'avais changé. À savoir, quand il y avait des bombardements à l'extérieur ou des menaces, je restais la même, en fait. Et ils m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui avait changé. Et je leur ai expliqué, maintenant je pratique tous les jours. Je fais du yoga et de la méditation. Et ils ont demandé à ce que je commence à leur enseigner. Donc j'ai commencé à enseigner à mes collègues. Et plus j'enseignais à mes collègues internationaux, plus mes collègues nationaux, les Afghans, voulaient que je leur enseigne. Donc j'ai finalement accepté qu'ils viennent chez moi. Et quand j'ai commencé à écouter leurs histoires de guerre, en fait de 25 ans de conflit, je me suis rendu compte que tous les Afghans qui venaient chez moi avaient déjà un livre à écrire de leurs propres histoires, et aussi souffraient de stress post-traumatique autant que j'en ai souffert. Mais à la différence de moi, ils n'avaient pas les outils pour faire face et régler en fait ce problème de conflit intérieur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on souffre de stress post-traumatique, on est à 75% mort. Et en faisant du yoga et de la méditation chez moi, je voyais qu'il revenait petit à petit à la vie. Donc j'ai compris que je détenais quelque chose de très fort et je suis allée voir le ministre de la Santé. Et je lui ai posé la question, que faites-vous pour la santé mentale dans votre pays? Il m'a dit, je suis bien au courant. Il y a une seule clinique pour tout le pays de santé mentale. Mais le problème, c'est que les donateurs considèrent que la santé mentale est un luxe des pays développés et que ils n'ont pas les moyens d'investir dans ça en Afghanistan. Enfin, c'est pas leur priorité. Et donc, j'ai créé une fondation en Afghanistan, la fondation Amanuddin. Amanuddin est le nom que les talibans m'ont donné en septembre 2001, quand je suis venue en Afghanistan la première fois. Aman signifie la paix et la sécurité, Din la religion. Amanuddin, c'est la religion de la paix et la sécurité. Donc j'ai créé cette fondation Amanuddin en 2011 et nous avons offert à toutes les couches de la population, que ce soit les enfants, les femmes, les soldats, les prisonniers, les talibans, des cours de yoga et méditation. C'était un grand succès. Et ça a très bien marché. Nous avons aussi ouvert une école, l'école Torche de Lumière, qui recrute 350 enfants de familles talibanes, où on leur offre une éducation séculaire, ouverte sur toutes les religions, sur toutes les cultures, où on leur offrait des cours de yoga et méditation. Voilà, donc ça c'était en effet une première pour l'Afghanistan. Très rapidement, j'ai reçu un peu quand même des menaces des talibans en disant que j'apportais le bouddhisme et l'hindouisme en Afghanistan, ce qui n'est pas le cas. Je ne parle pas de Bouddha, Krishna, Ganesh, Shiva. Je parle juste de respiration, d'observer ses sensations, ses émotions, de regarder son monkey mind, comme on appelle en anglais, ce petit esprit qui est comme un singe qui saute dans le passé, dans le futur, mais il ne veut jamais être ici et maintenant. Or, c'est ici et maintenant que la paix est là. Et c'est ici et maintenant qu'on peut trouver un bonheur véritable, une joie véritable. Et c'est en fait apprendre à... Tous ces outils permettent à réguler les émotions et les sensations pour vraiment être dans l'instant présent. Voilà. Même proposer à l'ONU un programme de formation pour les humanitaires qui conjugue justement la pratique de la méditation, du yoga, de l'intelligence émotionnelle. C'est le programme Inner Peacekeeping, c'est ça? Oui, voilà. Donc en fait, l'Afghanistan était ma terre de prédilection. C'est vraiment là où j'ai fait mes armes. C'était mon terrain de jeu dans les droits de l'homme. Et j'étais tellement passionnée par ce pays que j'y suis restée 14 ans on and off.
Et en 14 ans, j'ai été évacuée 4 fois. La première fois, c'était en septembre 2001, avant les bombardements américains. Nous avons été détenus et échangés par les talibans avec mon compagnon de voyage. La deuxième fois, c'était en 2004. 3 de mes collègues internationaux ont été enlevés devant mon bureau. La troisième fois, c'est en 2009. 6 de mes collègues internationaux ont été assassinés dans notre guest house. Et la quatrième fois, c'est en 2014. Dans un bureau de vote, j'ai fait face à un kamikaze qui était déguisé en femme et qui était prêt à se faire exploser. Et je dois dire qu'en fait, j'étais extrêmement traumatisée par ces événements. Et bien évidemment, j'ai été donc en Inde de manière intuitive, où j'ai découvert tous des outils de yoga méditation pour me soigner et me guérir de manière intuitive, puisque je sentais que ça me faisait du bien. Mais après ces 4 évacuations, j'en ai eu assez. Et j'ai écrit une longue lettre à Ban Ki-moon, qui était à l'époque le directeur des Nations Unies, en lui demandant s'il avait conscience de la santé mentale et de la sanité et du bien-être des membres de l'ONU qui étaient envoyés en ligne de front et dans les pays en guerre. S'il en avait conscience, qu'il me dise ce qu'il faisait pour les préparer à être envoyés dans ces pays-là, et sinon, si on pouvait se rencontrer. Et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse au bout de 30 minutes, où il me demandait de venir dans son bureau. Et son équipe m'a reçu en me disant « Nous avons bien conscience qu'il y a un énorme problème, puisque nous envoyons du jour au lendemain ces humanitaires en Irak, au Yémen, en Afghanistan, sans réelle préparation. Nous recevons des lettres de démission tous les jours, nous recevons des lettres d'insultes tous les jours, mais nous ne savons pas quoi faire. » Et là, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, je vais en Californie et dans la Silicon Valley à Google lever des fonds pour ma fondation. Et c'est grâce à un des programmes de Google qui s'appelle Search Inside Yourself, cherche à l'intérieur de toi, avec 4 modules, un en intelligence émotionnelle avec Daniel Goleman, un en pleine conscience avec John Kabat-Zinn, un autre en neurosciences avec Richard Davidson, et un 4e en leadership conscient, compassion avec Mathieu Ricard notamment. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, ce programme a l'air assez intéressant, pourquoi ne pas essayer de le mettre au sein des Nations Unies? Donc j'ai rencontré Shag Menton, qui est l'ingénieur qui a créé ce programme, et qui très gentiment m'a offert une scholarship pour pouvoir étudier pendant 1 an à San Francisco ce programme. Donc j'ai étudié ce programme, je suis devenue professeure de ce programme, et l'ONU m'a renvoyée en Haïti pendant 8 mois. En Haïti, j'ai proposé ce programme à mes collègues, et après, je me suis rendu compte que ce programme était très adapté pour les chefs d'entreprise de la Silicon Valley, mais absolument pas adapté pour les humanitaires en ligne de front ou sur le terrain. Et donc, je suis revenue voir Ban Ki-moon et son cabinet. Je lui ai dit, écoutez, il est parfait ce programme, mais il est vraiment pas adapté pour les humanitaires. Il faut faire autre chose, garder son concept de module, mais rajouter du stress management, rajouter du yoga, rajouter de la psychologie pour apprendre à gérer le stress et surtout à reconnaître les symptômes de surmenage, de dépression, anxiété, burn-out et stress post-traumatique. Ils m'ont dit, ok, qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, bah, pourquoi ne pas proposer le inner peacekeeping? C'est un peu un jeu de mots sur le fait qu'on travaille pour les peacekeeping operations, les opérations de maintien de la paix. Inner peacekeeping, c'est une opération de maintien de la paix à l'intérieur. De la paix intérieure. Et ils m'ont dit, ok, donc j'ai soulevé de l'argent auprès d'une entreprise privée et recruté une équipe d'experts qui sont experts en yoga, en méditation, en intelligence émotionnelle, en curriculum, en leadership conscient. Avec un graphic designer, pendant 6 mois, nous avons fait un brainstorming et nous avons pu mettre en place, créer ce programme Inner Peacekeeping. Ce programme, nous l'avons testé auprès des humanitaires du Haut Commissariat aux réfugiés en Jordanie, au Liban. Et nous avons aussi envoyé une équipe de l'Université de Buffalo pour faire en sorte de vérifier si ce programme était bien adapté pour les humanitaires. Nous avons fait des tests avant le programme, après le programme, et des tests après le 1 mois de suivi en ligne, parce que nous avons créé une application où tous les jours ils mettent en pratique les 20 outils de paix intérieure qu'on leur offre. Et ils ont en effet, ainsi, ça a été prouvé au bout de 6 mois que ce programme tient la route, qu'il y a moins de stress, il y a un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, plus de mindfulness, c'est-à-dire plus de moments en présence, en conscience, dans manger, parler, discuter, écouter, dormir, tout est plus se fait en pleine conscience. Et il y a moins de stress post-traumatique, il y a moins de dépression. Donc, puisque ce programme a bien marché, j'ai décidé de le proposer aussi aux réfugiés, puisque bien évidemment, et surtout les femmes, parce qu'elles sont, à mon avis, vecteurs du paix. Je pars du principe que
c'est quand on est fêlé que la lumière passe. Ces femmes sont cassées de l'intérieur. Il est très facile de les remodeler, j'ai envie de dire, puisqu'il y a moins la résistance de l'ego, qu'on trouve dans les mondes occidentaux. Et comme je faisais du woman empowerment avant, je trouve que la vraie façon de empower, on dit en français autonomisation, parce que j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais leur donner leur indépendance, leur permettre de devenir maîtres d'elles-mêmes, la vraie façon de le faire est d'abord de guérir ces femmes. Parce que je pense que ces femmes pourront vraiment devenir pleinement femmes et offrir leur don de compassion, de bienveillance, une fois qu'elles seront reconnectées leur âme, esprit et corps. Et voilà, donc maintenant c'est ce que j'offre dans les camps de réfugiés au Moyen-Orient et c'est ce que je vais bientôt offrir auprès des réfugiés en France. Donc voilà, et donc après avoir créé le programme Inner Peacekeeping, je suis en train de créer l'organisation Inner Peace Corps. Donc c'est en fait un jeu de mots par rapport au Peace Corps aux États-Unis. En fait, ça a été créé dans les années 60-70 par des Américains pour proposer aux jeunes étudiants d'aller s'engager pendant 1 an dans une mission de paix dans le monde. Et bien là, c'est du Inner Peace Corps, c'est s'engager pour une mission de paix intérieure dans le monde. Votre témoignage m'est très précieux, surtout en ce qui concerne les femmes, parce que j'ai pu observer que dans notre collectivité, toute une partie de la population n'osait pas accéder aux cours de méditation, surtout des dames qui sont d'origine étrangère. Et donc, avoir ce témoignage que vous ayez pu travailler avec des femmes afghanes, faisant fi de tous les problèmes religieux que ça peut poser, c'est vraiment très fort. Et j'espère que ce témoignage-là sera entendu. Pour revenir à la bienveillance, vous parliez tout à l'heure de cette expérience que vous avez eue avec ce taliban qui voulait se faire sauter, ce kamikaze, dans un bureau de vote, hein, si j'ai bien compris. Vous avez eu une réaction, j'ai envie de dire, contre-naturelle, et pourtant si naturelle, finalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette expérience-là, qui est vraiment très forte? Oui, c'était une expérience très forte, mais qui, je dois dire, m'a vraiment traumatisée. Donc, c'est toujours un peu douloureux pour moi d'en parler. Mais Si je ça dois va. dire, bien sûr, mais en fait, je me rends compte que j'ai agi de la sorte parce que justement, c'est ma pratique qui m'a permis d'agir de la sorte. 10 ans plus tôt, j'aurais jamais réagi de cette façon-là. Donc, la scène est la suivante. Avec mon collègue, nous devions aller contrôler l'organisation des bureaux de vote en 2014. Donc nous sommes rendus dans un bureau de vote à Kaboul à 6h30 du matin. Lui est parti dans le bureau de vote des hommes et moi je suis partie dans le bureau de vote des femmes. Et quand je suis rentrée dans ce bureau de vote, j'ai vu qu'en effet, il y avait des responsables de la commission électorale indépendante afghane avec qui il y avait des dossards verts et qui s'organisaient, qui préparaient la salle, donc qui préparaient l'isoloir, qui préparaient le registre des votants, qui préparaient l'encre dans laquelle ils devaient mettre leurs doigts pour prouver qu'ils avaient voté. Et puis, j'ai senti que sur le côté gauche, en fait, j'ai même pas eu le temps de sentir, c'est que, enfin, si j'ai senti, mais j'ai pas eu le temps de voir, quelque chose me troublait. Et quand j'ai tourné la tête, je sais pas ce que j'ai vu, mais ça m'a fait tellement peur que je suis partie en courant. Et j'ai mon garde du corps qui m'attendait à l'extérieur. Parce que c'est un homme, il pouvait pas rentrer parce que c'est seulement autorisé pour les femmes. Et quand il m'a vu courir, il m'a couru après, en me disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce que j'ai vu, mais je sais que ça me fait peur. Et donc, il a penché la tête pour voir un peu ce qu'il y avait dans le coin de la salle. Et dans le coin de la salle, il m'a regardé, il m'a dit, je sais pas, mais il a dit en anglais, be careful, it's pretty intense. Fais attention, ça a l'air assez intense. Elle a l'air assez intense. Et donc, je me retourne pour voir un peu ce que cette personne attend dans le coin de la salle, sachant que le bureau de vote va ouvrir une demi-heure plus tard. Et que la personne attendait, les bras croisés, avec un dossard officiel. Et donc, je ferme les yeux et je pose la question, qu'est-ce que cette personne fait là? Et j'entends, attention, c'est un suicide bomber. Et quand j'ai entendu ça, je suis vraiment partie en courant.
Et je me suis dit, oui, mais c'est ça, en fait. Cette personne n'a rien à faire ici. Cette personne, en fait, s'est déguisée en femme pour faire croire qu'elle est partie de l'organisation. En fait, elle attend que les 300 femmes rentrent dans le bureau de vote pour se faire exploser. Et donc là, je suis vraiment partie en courant. C'est une amygdala hijack, comme on dit en anglais, un détournement de l'amygdala. C'est-à-dire, ça va chercher dans dans le cerveau reptilien, et c'est la réaction free, fight and freeze, c'est-à-dire soit on court, soit on se gèle, soit on se bat. En l'occurrence, j'ai préféré courir. Donc je suis de nouveau partie en courant du bureau de vote. Mon garde du corps m'a couru après en disant mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, je ferme les yeux de nouveau parce que je médite beaucoup et j'entends retourne le voir. Parce que bien évidemment, c'était un homme déguisé en femme. Retourne le voir, et donc c'est un acte de bienveillance. Regarde-le dans les yeux et souris-lui. Et je me suis dit, mais jamais de la vie je pourrais faire ça. Parce qu'en fait, il peut à tout moment se faire exploser. Et je commence à repartir en courant, et là, j'entends vraiment ma voix intérieure qui me hurle dessus en disant, maintenant. Maintenant, parce que c'était une question de timing, parce que le bureau de vote allait ouvrir, les 300 femmes allaient rentrer. Et j'ai vraiment pris mon courage à deux mains, et je suis retournée, je me suis mis devant cet homme déguisé en femme. Il avait son foulard noir, déjà, la façon dont il a mis son foulard noir, c'est pas comme la façon dont les femmes le mettent, donc c'était déjà troublant. Et puis surtout, il était de la même taille que moi, et moi je suis assez grande, donc c'est clair que c'était pas une femme. Et donc je me suis approchée de lui, il me regardait pas, et je lui ai souri. Et quand j'ai croisé son regard, j'ai vu qu'en fait il avait pris des substances pour pas penser à l'acte qu'il allait commettre. Et que finalement il était justement complètement déconnecté âme, body and spirit, enfin âme, corps et esprit. Et que j'ai suivi ma guidance intérieure qui était regarde-le dans les yeux et souris-lui. Et j'ai compris après coup que faire ça, c'était finalement le remettre dans son corps, dans son cœur et sa conscience. Et quand mes yeux ont regardé les siens, j'ai vu l'enfer sur terre. J'ai vu dans quel monde il était. Et ça m'a traumatisée pendant un mois, parce que pendant un mois, je me réveillais en pleine nuit en voyant ses yeux. Et je retombais dans son propre enfer. Mais quand je lui ai souri, à ma grande surprise, il m'a souri. Et je ne savais pas qu'en fait, ce sourire allait le désarmer. Puisque juste après m'avoir souri, il a retiré sa jaquette officielle et est parti. Et quand il a ouvert la porte et qu'il a traversé ces 300 femmes, j'ai eu la peur de ma vie en me disant il va se faire exploser au milieu de ces 300 femmes. Et non, il l'a pas fait. Donc j'ai hurlé en anglais qu'il avait attention, faites attention à cet homme. Mais il n'a rien fait. Tout ça pour dire que cette expérience, moi, m'a traumatisée parce que juste après, j'ai décidé de ne plus être en Afghanistan parce que je ne pouvais plus m'imposer de tel stress. Dans mon corps, c'était trop violent. Mais en tout cas, ça m'a prouvé que quand on pratique, on est vraiment connecté à son être intérieur et qu'on a toute la guidance dont on a besoin pour notre vie. Et que bien évidemment, ça m'a prouvé que quand on est humain avant tout, cet homme avait des intentions malveillantes à l'égard de ces femmes. Mais vous le remettez dans sa conscience, et le peu de conscience qui lui reste lui a permis de changer la trajectoire de sa destinée et de la destinée de ces 300 femmes, en fait. Et c'est là que je m'aperçois que vraiment la méditation est l'arme la plus puissante. Ça n'a pas de prix, c'est même gratuit, c'est juste observer son respiration, observer ses sensations, observer ses émotions dans son corps. Et c'est ce qui peut vraiment permettre plus de paix sur Terre. Oui, la méditation et la bienveillance, qui sont deux choses vraiment liées, sont pour vous une réponse aux peurs, aux conflits sur Terre? Bien évidemment. Bien évidemment. Et, à partir du moment, c'est la charte de l'UNESCO. Je le dis en anglais, je vais le traduire après. Since the war starts in the mind of a man, is in the mind of a man and woman that the foundation of peace must be built. Puisque c'est dans l'esprit des hommes que les guerres commencent, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que les fondations de la paix doivent être construites. Voilà. Qu'est-ce que la guerre? La guerre part du conflit intérieur. Si vous
vous avez réussi à réguler vos émotions, à juste devenir conscient que oui, vous avez de la colère, oui, vous avez de la frustration, oui, vous avez de la rage, mais vous allez le réguler en vous sans l'exprimer à l'extérieur, vous évitez le conflit extérieur. Il y a un film magnifique qui s'appelle Doing Time, Doing Vipassana. C'est un documentaire qui a été réalisé en 1998 dans la prison de Tihar, à Jaipur, au Rajasthan, où Kiran Bedi a eu l'intelligence d'organiser 10 jours de retraite Vipassana auprès de 1000 prisonniers. On les a filmés avant et après. Et à la fin de ces 10 jours de méditation, on les voit avec ce visage lumineux. Et ils ont compris que s'ils avaient appris à méditer, ils ne se seraient pas retrouvés en prison. Il y a le cas d'un homme qui dit « Si seulement j'avais su méditer avant, je n'aurais pas tué mon voisin qui faisait trop de bruit et qui m'empêchait de dormir. » Et qu'il a beaucoup de remords et de regrets de son acte. Et qu'il réalise que finalement il va devoir payer la pension alimentaire de sa fille qui a perdu son père à cause de lui. Plein d'hommes aussi avaient réalisé que finalement la meilleure chose qui leur soit arrivée en prison est d'avoir découvert la méditation. Et qu'ils étaient au moins contents d'être passés par la case prison pour apprendre au moins à méditer. Donc bien évidemment, la réalité extérieure n'est que un reflet de votre réalité intérieure. Eh bien, je vous remercie vraiment, Amandine, pour tous ces témoignages. Je sais que certains n'étaient pas faciles pour vous, mais en tout cas, je crois que ça va nous permettre de nous éclairer et de nous motiver, je pense, à continuer à pratiquer la méditation et à travailler sur la bienveillance au sein de la collectivité. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous, Franck. Merci.